Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une heure de conversation vaut mieux que 50 lettres, écrivait Madame de Sévigné dans Correspondance. Dans ce long format podcast sur Hype Soul, retrouvez, comme son nom l'indique, un moment particulier avec un artiste, une conversation pleine d'anecdotes à l'échelle d'un morceau ou d'une carrière, d'une simple rime ou de pages entières, une discussion pour entrer un peu plus dans l'univers de l'artiste invité. Aujourd'hui, c'est le 10e épisode, il s'agirait de marquer le coup. J'ai le plaisir d'accueillir Seth Gecko. Ensemble, on va revenir sur plus de 20 ans de carrière, sur son rapport au business de la musique, sa nouvelle image à chaque album, ses différents commerces au fil du temps et bien d'autres sujets encore. C'est Youssef, vous écoutez Hype Soul, bienvenue dans ce 10e épisode, un moment avec Seth Gecko. Seth Gecko, comment tu vas ? Ça va mon frérot, on est content, on voit le bout du tunnel avec ce satané Covid. Donc c'est cool. Les situations se débloquent un peu, on va dire. Là, on va rouvrir les restos à partir du 9. Donc voilà, rien que ça va me permettre de être au contact de ma base fan. Parce que mes établissements sont des points de chute pour des petits pèlerinages avec la base fan, quoi, tu vois. Ils viennent rencontrer... T'as dû le voir de toute façon en arrivant. C'est comme ça que ça se passe. Mais peuvent pas malheureusement rester plus de 5 minutes dans le shop. Les gens peuvent pas forcément voir du coup vu que ce sera un podcast, mais on est dans le Barlou Burger, ouais, à Pontoise, dans le 9-5. C'est ça, là où je suis né, et je suis né à Pontoise. À domicile. Ouais. Totalement. On va venir à la genèse, au tout début. Comment toi tu découvres le rap ? Comment tu te prends le rap ? Bah, je le prends en même temps qu'il arrive en France en fait. Hein. Il arrive par les compiles Rap Attitude. Alors, il faut savoir qu'il y a assez étroitement lié le rock alternatif et le rap en France parce que à la base, c'est comme de la musique réfractaire et libertaire. Tu sais, il y a quand même un message qui passe à la base, tu vois. Donc, ils sont un peu liés, le discours des punks anarchistes et du rap. Il y a quelque chose de similaire. Déjà, c'est les premiers à utiliser des boîtes à rythme avant que le rap ne l'utilise. Les punks et le rock alternatif, ils utilisent des boîtes à rythme à fond. Donc, c'est les premières interventions dont tu vas voir de NTM seront lors de concerts de la Souris Déglinguée qui sont des groupes punk, tu vois. C'est comme ça que ça arrive. Comme mes frères écoutent du punk et que la musique c'est générationnel, ils sont transmis le relais en fait. Dès que ça s'est terminé dans les années 80, le rock alternatif, donc le punk, avec ce discours la jeunesse emmerde le Front National, tous ces trucs-là, c'est le rap qui prendra le relais de cette musique-là. Donc moi, je vais tout entendre. Et le rock, et la passation de relais vers le rap et ses prémices. Donc voilà. Je suis une espèce d'ovni entre la primaire et le collège. Moi j'écoute, il y avait aussi Ice-T. Les gens l'ont découvert, le rappeur Ice-T, dans des séries policières, qui avant d'être un grand rappeur, avec la lignée des Ice Cube et tout, NWA et tout ça, faisait partie d'un groupe qui s'appelait Body Count, qui ont été les premiers à faire de la fusion. C'est un rap hybride entre le rock, le metal et le rap et le métal avec des discours cop killer, tueur de flics. À la fin, t'as vu, ça deviendra un keuf Ice-T dans les séries policières, comme quoi, avec NTM, ils ont un petit peu le même parcours. Mais j'étais un ovni d'écouter des mecs qui disaient cop killer, nan, tu sais. Alors les gens ils disaient pourquoi il écoute du rock lui, mais c'était le début du peurin en vrai, t'as capté ou pas ? C'était hybride. Ouais, c'était hybride. Et après, quand on était au collège, toi, il y avait la funk ou la musique de ringarde qu'on peut trouver à l'Eurovision aujourd'hui. Et il y avait les hardos aussi, tu sais, les enfants du rock. Donc comme ce rap, il était un peu assimilé à ça, on pouvait croire que j'écoutais du rock, mais moi je savais que j'étais précurseur. Et puis j'écoutais Rap Attitude, la première compilation de rap français qui est sortie. J'ai écouté tous les premiers chanteurs, hein, que ça soit Daddy Yod, Poupa Leslie, ça c'est même avant Lionel D. Tout, je connais le rap depuis son début, mais vraiment le début. Comme des rappeurs qui ont plus de 50 ans aujourd'hui, l'histoire du rap, je la connais aussi bien qu'eux. Mais je connais encore l'histoire du rap actuel. Je suis aussi calé sur les sorties actuelles. Le rap, il est arrivé en France beaucoup avec des groupes, des collectifs, des compiles, des mixtapes. Ouais. Toi, tu as connu un petit peu ce côté-là parce que tu as fait partie du groupe NMC en premier, Ouais. ensuite Assos d'Assas. Ouais. Est-ce que ça t'a fait réellement une grosse différence de composer en groupe, de travailler en groupe ? Mais c'est de la fainéantise intellectuelle, c'est toujours plus facile de lâcher un couplet. En fait, tu veux vite arriver à un projet élaboré en faisant le moins possible. Je voulais être rappeur avant même d'avoir écrit un texte, tu vois. Parce que le premier truc que tu fais quand t'es petit, quand moi j'avais 12, 13, 14 ans, j'ai découvert le rap, je rappais devant ma glace les textes des autres, avant de construire les miens, tu vois.
On va dire, ouais, là, ça serait bien. On avait déjà le concept avant les textes, quoi. C'était ça le truc. Donc oui, ça facilite le travail. Même aujourd'hui, quand j'ai fait le EP avec mon fils, c'est plus facile de lâcher un petit 12 et de voir, ça y est, un morceau qui se finalise que de se dire, ah, je dois faire 3 couplets, un refrain, un pont. Ah, c'est quand même quelque chose, quand même. Tu vois, ça, sur le dernier album que je suis en train de faire là, je me suis beaucoup reposé sur des combinaisons et des feats. Parce que j'ai aimé cette manière de travailler, de venir juste poser mon identité à moi, avec mon style à moi, bien particulier, et que ça fait bien quand ça se mélange avec d'autres MC, puis ça aère les plages dans un album, en fait, je trouve. T'es content de retrouver la voix de ton artiste que t'aimes bien. Pour ceux qui aimaient Lunatic, t'étais content d'attendre ton couplet de Booba qui arrive. C'était soulageant. Ceux qui aimaient bien Ali, bah, ils avaient vite envie que le couplet de Booba s'arrête pour découvrir Ali. Chacun a son truc et tout. Je trouve que, voilà, c'est bien. Moi, tu peux écouter comme Barry est plein, ma première mixtape avec 26 tracks et plus d'une centaine de feats. Et bah, voilà, tu sais, ils étaient clairsemés, mes couplets. C'était bien de te dire, attends, c'est quand qu'il arrive 7 pour ceux qui aimaient 7, et sinon tu pouvais découvrir des MC, mais de qualité, parce que j'ai toujours été sur le rap de qualité. En parlant de rap de qualité, tu as fait partie du cercle fermé des gens qui ont réellement, moi je le dis, lancé ce côté-là de la punchline, de la rime, de la line qui va, au-delà de choquer, marquer directement une image dans la tête de ceux qui vont l'écouter. Tout à fait, ouais, ça c'est une école. Et au-delà de ça aussi, moi je fais partie du cercle fermé des rimeurs multisyllabiques, une école que tu as pu retrouver dans le 9-1, avec Ultimatum et tout le crew de Gros Dash, qu'il faut le savoir, dont Cynic aussi, Los Monzas faisait partie, et c'est l'école de Nubi de Futuristique. C'est lui qui lancera cette école-là. Tu auras l'école de la rime dans le 06 avec Vust. Tu auras aussi sur Paris l'école de NAC et des 10, l'Avocato et l'Indice. Et Salif dans le 92, en fait, voilà. Et puis nous, c'était quand même un collectif qui essayait de regrouper tous ces rappeurs élitistes, tu vois, de la rime super riche. Au-delà de la punchline, moi, je vais la mettre un petit peu il y a plus de punchline sur la seconde partie de ma carrière que dans la première. La première, je me fais découvrir avec des rimes choquantes, mais c'était pas réellement de la punchline. C'était des images très fortes. C'est l'argent qui m'appelle. Donc c'est plus les schémas de rime, donc. C'était des schémas de rime très au début, Time Bomb style et tout, voilà, des collectifs avec que des rimeurs qui tuent. Et après, moi, je prendrais plaisir à faire de la punchline et aussi d'avoir lancé ce truc-là. On sera peu, hein. Pourtant, citer un qui en faisait des très belles et qui a commencé, qui a fait ses armes en même temps que moi, c'est Escobar Maxon. La première fois que tu as connu l'aspect business de la musique, au début, j'imagine que tu faisais du rap par total passion. C'est tard parce que les premières avances que je vais prendre quand tu signes en maison de disque, quand tu vois que je mets 2 ans à faire un album, et ben l'avance que tu vas prendre, je me dis ouais, bah échelonné dans le temps, ça fait que 800 € par mois si tu mets 2 ans à faire ton album, en fait. L'avance, elle est bien si tu es productif. Tu sors un album tous les 6 mois, c'est sûr que ça te rapporte de l'argent, ces avances-là. Mais si tu es un mec qui prend son temps pour écrire, imagine, je sors comme Lino, tu sors un album tous les 10 ans. C'est-à-dire, elle sert à quoi ton avance? Elle comble pas les 10 ans qui espacent les deux. Donc c'est pas le rap qui me fera découvrir l'aspect business, c'est la Thaïlande, avec le set Gekoba. C'était effrayant de partir à l'étranger et de jeter des billes là-bas sans savoir réellement si ça allait prendre ou pas. Mais bon, je suis assez frileux. Et du coup, si là je me suis jeté les yeux fermés, c'est que je savais que ça allait tout baiser, en fait. On reviendra plus tard sur l'aspect Thaïlande. Avant ça, je voudrais revenir. L'aspect business, c'est pas forcément recevoir des sous, c'est plus le côté aussi indépendant, parce que tu as toujours voulu garder ce degré d'indépendance, même si tu travaillais avec des maisons de disques. Ouais. La première fois que tu as dû distribuer un projet, est-ce que tu t'es directement jeté, comme on pourrait prendre un exemple de Sofiane maintenant, qui est à fond dedans dans les éditions, dans les choses comme ça, est-ce que tu as voulu directement mettre tes yeux à l'intérieur? Non, ça j'ai jamais regardé, moi je suis resté que le côté artistique du truc et je laissais ma team mettre les yeux dans ce qu'étaient les éditions, ce que touchait un artiste, ses droits d'auteur, ses droits de diffusion, son droit à l'image. Ça, c'est du charabia pour moi. Ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Dans la musique, c'est pas cet aspect-là. Moi, c'est l'entertainment aussi. Hein, ce que c'est faire aujourd'hui Fianso, mais j'ai été quelqu'un qui a été précurseur sur ce truc-là, en tout cas. Du cas de se mettre en scène avec des capsules vidéo, faire le show avec des vidéos qui s'appelaient le professeur Punchline, faire le con en interview, ou être outrancier ou grande gueule, super à l'aise. Tu vois, être en prestation, même en interview, en fait. Ça, je l'avais compris assez tôt. Et puis après, voilà, c'était la mise en scène de moi tous les soirs qui se produit dans mon bar en Thaïlande, par exemple. Donc, tu as fait confiance, c'est-à-dire à ta team?
aux gens autour de toi pour ces choses-là. Ouais. Ça t'a jamais porté défaut? Ça porte toujours défaut quand tu mets pas le nez dans tes affaires, mais chacun doit apporter ça. Chacun doit c'est comme si tu te reposes sur moi, je me repose sur mes comptables dans mes affaires, avec mes associés qui sont plus dans la logistique et moi plus dans l'image. L'aspect public. L'aspect public, ouais. De développer un commerce, on va dire. Si demain il y a un contrôle de l'URSSAF et que on se fait taper sur les doigts parce qu'il y a des choses qui ont mal été faites, ouais, j'ai pas regardé, mais pour moi, je paye des gens pour qu'ils le fassent. Après, si eux qui font mal leur travail, ça vient pas de moi en tout cas. Tu vois, c'est comme dans le film Ronin, chacun est là pour accomplir quelque chose. Je fais pas tout seul, hein. Je suis tout le temps associé avec dans mes business. Donc c'est un peu un navire. Il y a quelqu'un qui tient le. Ouais, moi je fais vivre. Moi je sais lancer un business. Je sais trouver. Je suis pas dire créateur parce que créateur c'est pour Dieu. Mais je suis un inventeur d'idées. Tu vois, j'en ai plein. C'est ça qu'on vient me solliciter. Demain, tu vas ouvrir une sandwicherie. Je vais lui trouver un thème, un concept et je saurai comment faire pour le faire décoller. Et tu penses qu'au sein de tes groupes à l'époque, c'était un peu la même chose? Ouais, sur les images. Moi, en tout cas, ce qui concerne l'image, bien sûr. J'ai toujours tout fait tout seul. Ça, j'ai imposé. Les idées, les synopsis de clips, c'est toujours moi. Je suis jamais tombé sur un mec qui fait un clip qui m'a dit j'ai une putain d'idée pour toi, jamais de la vie. J'ai toujours trop ramené mes concepts, mes tenues, mes idées, mes trucs. Après tu vois, ça, plus ça se développe, plus ça avance dans le temps, plus les trucs sont léchés. Parce qu'après aussi, j'y vais petit à petit, tu vois. Je proclame pas avoir claqué les doigts dès le début, avoir l'image parfaite, mais ça c'est venu avec le temps, en charbonnant. Et plus il y a de moyens, plus tu réalises des trucs ouf, tu vois. Ta discographie, elle commence à être étoffée. Mm-hmm. Je vais rebondir sur ce que tu as dit au niveau d'apporter chaque fois une nouvelle idée, chaque fois une nouvelle image, une nouvelle couleur. Ouais. Est-ce que c'était vraiment important pour toi et comment tu as fait entre chaque album pour finalement te renouveler vraiment? Parce que c'est important aujourd'hui. Et moi, je trouve que tu l'as bien fait entre chaque projet, chaque album, une nouvelle image à chaque fois. Ouais, et c'est naturel en fait. Ça, je le dis à chaque fois. Il n'y a pas de recherche. Il me faut une nouvelle image. C'est que j'évolue constamment en fait. Je m'abreuve de ce que j'ai autour de moi. C'est des fois même des relations avec des amis, tu as une manière de parler qui va se ressentir dans un album. Après, ces gens-là, tu les côtoies plus. Tu vois, j'ai eu un parcours en Thaïlande, je fais un album où ça parle en thaïlandais. Là, on ne m'entend plus trop parler de la Thaïlande ni en dialecte thaï parce que je suis plus dans ça, je suis pas dans ça, tu vois. Aujourd'hui, je me dirige plus vers un truc religieux et spirituel, pas chamanique, mais ça se ressentira dans les lyrics, d'une espèce de sagesse et de piété un peu plus présente, tu vois. Quand j'étais un peu plus fougueux et fou, j'aurais été vachement vulgaire et très misogyne. Aujourd'hui, j'ai une image de la femme qui est autre. Ce sera pas pareil. Je vais plus être dans la cause de la femme battue, des enfants qui se font maltraiter, des enfants kidnappés, violés. J'ai plus d'empathie par rapport à ça. Donc, plus à un moment donné où j'aurais fait un shout-out malaisant en disant ouais, je découpe le flow comme Émile Louis. Aujourd'hui, je dirais plus Nick fuck un Émile Louis. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste moi qui évolue constamment, en fait, tu sais, c'est ta mentalité, dans le physique, un nouveau look. Et c'est comme, tout simplement, j'aime pas me prendre 2 fois avec la même tenue sur des photos. Donc c'est tout le temps alimenté. Ça, c'est déjà une recherche qui est au quotidien. Tous les jours, j'ai pas envie de m'habiller pareil, j'ai pas envie d'être 2 fois pareil. J'aime bien immortaliser aujourd'hui à travers des réseaux, des clips, des concerts, des photos, des tenues, des styles, tu vois, je suis plus dans le truc d'être original tout simplement en fait. Tu disais que tu avais de très bonnes idées, ce côté image. Ça marche aujourd'hui quand même, les 17 Gecko Bar, ça n'a jamais été vu. La franchise de burger, ça va, c'est pas le truc le plus ouf à se taper le cul par terre. Mais quand tu vois le concept de la carte, les noms et tout, c'est ce qui donne envie aux gens de venir. Parce que je réutilise des mots et tout, je les mets au service de la bouffe et ça fonctionne. Sur la marque et le branding et le merchandising Barlou, je crée un logo qui est tatoué plus d'une centaine de milliers de fois sur des peaux humaines. C'est que le logo, j'ai frappé fort quand même. Tu vois ce que je veux dire? J'ai visé juste. Anna Paulina aussi? Oui, elle a pas mis le A rouge, donc. Et là, elle fait des pubs pour des sites de rencontres. Il y a plein de gens qui tombent sur ce truc-là, qui me l'envoient, qui sont surpris. Comme si les gens me disent « Ah, tu t'es au courant qu'il y a des… » En fait, c'est comme s'ils pensaient que j'étais même pas au courant de tous ceux qui touchent au logo Barlou. Et c'est vrai, il doit y avoir même des autres stars, que ça soit tout truc confondu. Ou Anissa Kate qui l'a dans le creux de sa main, par exemple. Peut-être aussi, je sais pas, je suis pas au courant. La meilleure initiative que tu aies pu faire dans ce côté image, business, est-ce que tu en as une à me citer ou peut-être tout le monde autour te disait non, c'est risqué, ça va pas trop marcher. Le Barlou Burger. Moi, j'ai jamais écouté les gens parce que si tu les écoutes, tu fais rien. On n'est pas dans un pays de motivateurs ici.
Moi, je me suis dit, ouais, je vais lier le truc muscu, burger, burger testostéroné. Viril. Ouais, viril, mais après, les nanas et les enfants, ils sont contents quand ils se retrouvent ici parce que le burger, c'est multigénérationnel, mais c'est rigolo, tu vois, il y a de la touche de couleur et tout. On me dit, ouais, mais non, mais le truc de la muscu et des burgers, ça va pas ensemble. C'était juste des jaloux. Ça, je sais lire le discours du jaloux. Donc, dès qu'on me dit, fais pas ça, c'est que je touche je suis à 2 doigts de frôler le génie, quoi. Je le sais. Dès qu'on me dit, fais pas, c'est que t'as la bonne idée. Le pirate concurrent qui veut pas une fois que tu arrives au trésor, il te dit non, en fait, c'est pas par là. C'est vrai, c'est ça, exactement. Bien vu, belle image. En parlant d'image, tu as eu à une époque l'image de rappeur gitan, ce n'est pas du tout le cas, parce que tu avais ce côté-là depuis très très jeune, tu as eu beaucoup d'amitié. Non, c'est que les gens, ils connaissaient pas, ils ont pas vu, et quand on voit quelque chose d'original, et les gens, ils veulent te coller une étiquette, c'est le problème de la France, c'est tout, c'est comme ça. Ils avaient jamais vu, je les ai emmenés dans le délire des camps de gitans, point barre. Après, le seul truc que vous pouvez trouver, c'est « Oh ouais, mais c'est pas un gitan, mais je t'ai emmené dans un camp de gitans, point barre. » T'avais pas les droits d'y mettre les pieds, tu n'as jamais vu. Je t'ai emmené, j'ai visite guidée, en Thaïlande, la même chose. Tu vois, ça évolue selon le thème, le concept, l'univers des gangs de bikers, ça a été pas vu dans le rap, moi je l'ai ramené. Le délire à fond, muscu, tatouage, Booba l'avait un peu fait, mais moi je l'ai fait à la sauce Babtou. C'était du jamais vu, donc je suis réellement précurseur sur plein de trucs. Mais c'est les gens qui aiment bien se dire ah ouais, mais il change tout le temps de personnalité. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est le discours de quelqu'un qui manque de personnalité d'ailleurs. Tu dis que tu as mis un point d'honneur à t'en détacher de cette image. Ouais, bien sûr. Moi, j'aimerais savoir comment. Bah, parce que tu passes à autre chose en faisant, je sais pas, juste en faisant, on passe de michto avec un camping-car à bad cowboy avec des Harley, des vestes en jean et tout. C'était montré, arrêter. Il y a le rap de blanc, c'est pas que du rap de Yankee ou de victime. Là, les blancs, il y a plein de voyous que les gens, ils ont sucé la bite des blancs. Il faut le mettre en avant, ça. Il y a aussi, c'est pas parce que t'es blanc que c'est synonyme de faiblesse. Tu peux être, la virilité n'est pas une histoire de couleur ou d'origine. Et comme on avait tendance à dire ouais mais les blancs c'était un peu dénigré un petit peu, j'ai remis en avant tous les univers blancs qui fascinent et qui font rêver les gens. Tu vois, regarde à la fin Kaiser Soze c'est un blanc. Hein. Quand tu regardes bien, il y a plein de films, je vais te les citer, c'est les héros, les non-héros, on va dire les anti-héros, les badass, les méchants qui font bander les gens. Ça reste certains blancs. Hein. C'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Terminator, il est blanc, Schwarzy. Bah oui. Si on fait une analogie carrière, espérance de vie, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, contrairement à avant, l'espérance de vie au sein du rap français, avec la surconsommation, les albums qui sortent chaque semaine, c'est intéressant ce que tu dis. Elle est beaucoup plus limitée. Et, pour les artistes Pour les artistes. Bah, ils sont connus de plus en plus jeunes. Donc si tu es jeune, tu touches forcément des autres jeunes qui sont... C'est un phénomène de mode. Tu peux pas perdurer dans le temps. Il y a Jul qui a réussi à le faire. Je suis agréablement surpris parce que j'ai vraiment cru que c'était une musique de mode carrément. Mais oui, c'est des gens qui sont à la mode. Moi, j'ai jamais fait des choses à la mode. C'est ça qui m'a fait donner la force de perdurer dans le temps. Mais la vie des nouveaux artistes, si les gens ils t'aiment beaucoup, t'as le vent en poupe parce que t'es la musique à la mode. Forcément, la mode elle passe. Donc après, t'es démodé. Et c'est là où tu loupes le truc. D'ailleurs. Toi qui connais le rap mieux que moi, cite-moi des artistes qui ont été démodés très vite. Démodés ? Ouais. Je veux pas tirer sur les... Ah bah si, vas-y, parce que vous voulez les journalistes à chaque fois que les rappeurs tirent pour avoir des accroches plutôt longues. À vous de me dire, cite-moi. Objectivement. Parce que là, objectivement, des artistes qui à un moment donné, ils ont tout baisé et puis ils sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés. Un exemple tout bête, très objectivement au niveau des chiffres, un artiste comme RK qui a 16 ans a fait un disque d'or, 17 ans en platine, qui a grandi avec une communauté de collégiens, de lycéens, aujourd'hui se retrouve entre deux générations et n'arrive plus autant à performer parce que finalement, on ne sait plus qui est son public. Ouais, et c'est ça, c'est ce que les gens ont cru avec Justin Bieber, un peu aussi à un moment donné, que si tu touches avec ta voix de prépubère et tes quelques boutons et ta mèche, tu touches des petites filles de 14 ans, comment tu te retrouves après entre 18, 19, 20 ans où toi tu te trouves et que tu as envie de faire du rap d'homme et d'évoluer, c'est dur. Parce qu'après, tu vis pas plein de choses. Quand tu es pris dans la spirale de la musique et du star system, à quel moment tu vis des choses dures, des expériences traumatisantes qui font qu'un artiste écrit ? Parce que l'artiste écrit dans le malaise, dans le mal-être. Tu es d'accord avec moi ou pas ? Mais si depuis que tu as 16 ans, ou 17 ou 18 ans, tu es biberonné à l'argent des maisons de disques, qu'est-ce que tu as quelque chose, t'as quoi à raconter à un moment donné ? C'est vrai. C'est là où après les artistes ils tournent en rond. Ils vont
ils vont être riches vite, avoir des disques d'or vite, rentrer dans le système vite, mais on va avoir beaucoup d'une génération d'artistes qui font des dépressions, qui se retrouvent au placard pour qu'ils auront craqué, ou qui vont dire ouais mais en fait j'ai envie de revivre la street, tu verras. Moi j'ai un mauvais pressentiment pour tous ces artistes qui ont été propulsés trop vite. Là. Je pense pas qu'il y ait... Moi j'ai rappé 10 ans, j'étais obligé de faire des affaires pendant 10 ans, en même temps que je rappais, même si j'avais la reconnaissance de certains médias ou de la rue, où je me mettais en danger tout le temps. J'ai pas été du jour au lendemain, quand les gens vous avez écouté Patate de Foran en 2003, moi le premier chèque de maison de disque, je l'ai touché en 2011. C'est-à-dire que moi, de 2003 à 2011, on a dû continuer, nous, à vivre des choses dures pour pouvoir continuer à vivre des choses et de se forger une personnalité, et après avoir un caractère particulier et avoir des histoires à raconter. Mais il y a une sorte d'hybride, dans le sens où tu peux, à 16, 17, même 20 ans, commencer à construire ta fanbase et qu'elle grandit avec toi. Je pense à Kerry James, à toi aussi. Ouais, mais moi, quand je commence à créer une base fan, c'est quand j'ai 25 ans et que ce qui me démarque et ce que les gens s'intéressent à moi, c'est « Ah, il est trop fort comment il joue avec les mots, lui ». C'est ça qui fera que les gens s'accrochent et ils me suivent. C'est pas « Ah oui, je l'aime bien, il est marrant » ou il dit le bédo. Moi, j'ai pas toujours parlé du bédo. Sinon, à un moment donné, tu te retrouves à 38 ans à encore parler du bédo. Les mecs, tu parles à des mecs qui fument des joints dans des Twingo et que toi, tu dis que t'as un gros lundi de la mort en Mercedes-Benz, c'est sûr que tu vas louper des gens au coche. Hein. Ils vont pas te suivre. Moi, je veux une anecdote avec Mysterio en prison. Une anecdote que t'as jamais racontée. Moi, ça m'intéresse. Parce que vu votre tempérament, vous deux, Mysterio, toi, une anecdote particulière. Quand vous êtes en cellule tous les deux et que les gardiens vous ouvrent les cellules pour venir. Je crois que je les ai déjà toutes racontées, celle-là, sinon. Qu'est-ce qui m'a fait J'ai un mec qui passe, il y a l'auxi, donc l'auxiliaire, celui qui distribue un peu les trucs. Quand je suis aux arrivants, il passe derrière ma grille, j'entends ouais, il me jette un papier. Il me dit, je suis le pote à Mysterio, il y a un colis pour toi. Et par exemple, il m'a accueilli avec un colis de cantine qui était plus ou moins cool. Avec du recul, cet enfoiré. Ce qu'il m'avait offert, et pour moi, c'était une offrande où j'étais trop content. Je disais, non, mais lourd, j'arrive, j'ai un colis, tout. Mais j'ai jamais utilisé ce qu'il avait mis, par contre, dans la barquette, quoi. Pourquoi il y avait de la farine, depuis quand je cuisine, il m'a mis des cakes avec du fruit, mais c'est ce que tu donnes aux indigents, en fait, aux gens qui n'ont rien. Ça, ce colis de provisions, c'est des trucs, des denrées que personne n'utilise. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que moi-même, j'ai redonné. Mais je crois que j'étais sorti avant You, et pareil, à la fin, moi aussi, je lui ai laissé tout ce que j'avais dans ma cellule pour la sienne. Mais on a plein de trucs à se raconter, mais c'est un bon You de ouf. Ça nous a resserré les liens. C'est un bon. Dans la forme, concrètement dans la forme, le streaming, dès qu'il est arrivé, est-ce que tu n'as pas changé, mais est-ce que tu as pu t'adapter d'une certaine manière? Non, pas du tout. Je me suis pris la vague du streaming dans la tête. Je suis pas un artiste qui stream du tout. C'est pas dans les habitudes de mon public. Mais j'ai quand même une base fan qui achète encore du physique. Moi, je suis comme l'époque de Johnny. Les gens, ils me voient un culte particulier. C'est presque du fétichisme. Ils veulent mes CD, mes boîtes. Ça sert de déco dans leur maison. Et je fais des boîtes souvent graphiques, jolies, qui sont des objets de décoration. Voilà, j'ai la chance de gens qui achèteraient tout ce que je sors, tous les goodies possibles et inimaginables. Par contre, le stream, ils n'ont pas le réflexe. J'ai même essayé, là, avec le projet avec mon fils, de dire, voilà, ça c'est un projet qui n'existe qu'en stream, pour les éduquer à aller vers le stream. Mais c'est un réflexe que je n'ai même pas. J'essaie d'écouter de la musique sur Spotify, j'arrive pas. Je comprends pas, ça me dépasse. Et du coup, non, on n'a pas transformé l'essai. J'ai pas réussi à faire emmener les gens vers le streaming. Ils ont dit, nous on attend, j'espère que tu le feras. Non, il sera jamais. Un jour, si tu le fais en CD, on l'achètera direct. Hein. Mais là, donc moi je me suis pris ça. Et moi, à l'époque, je suis aussi un survivant du téléchargement. Sache que sur un album comme Bad Cowboy, en première semaine, que en physique, je fais 13 000 ventes. Aujourd'hui, il n'y a aucun rappeur qui fait du 13 000 en CD. C'est des scores que le mec, quand il fait 13 000 en CD, 3 mois après, les disques d'or. J'ai jamais fait le disque d'or sur Bad Cowboy. Parce qu'il y a eu le téléchargement derrière, l'album est sorti, il a fait sa première semaine, boum, téléchargement, ça m'a sucé tout le reste. Ça a tué des carrières, ça. Ça a tué des carrières fort. Salif, Nesbill, tout ça. Les ça a altéré. Ça leur a fait mal, ça nous a fait mal. On est plein, tu peux en citer d'autres. Despo, même je crois Socrate de McTayer, on est une génération un peu... Et là, nous, on a laissé quelques plumes, mais on est encore là. Mais s'il y en a des autres qui s'écartent du rap, je pense que c'est pour des raisons religieuses. Et tous ceux qui ont aimé, été fascinés par l'écriture, et après, eux, quand ils tombent sur les pages, les versets du Coran, ils sont aussi pris par ça, et c'est ça qui les fait garder et qui se remettent plus dans le rap. Ils ont compris, leur amour de la poésie que tu peux retrouver dans ce livre saint. Ça fait que c'est ça qui tu regarderas. Tous les plus grands qui écrivent le mieux, c'est ceux qui se convertissent à l'islam.
qui ne sortent plus. Tu vas avoir Diams, tu vas avoir Fab, tu vas avoir, je pense, Salif, Nubi, Nesbill aussi, qui est un peu distant, mais je sais qu'il est très religieux, en tout cas dans sa manière de penser, de réfléchir. Et c'est pas pour rien que ceux qui ont écrit le mieux, qui ont été le plus sensibles à l'écriture, quand ils sont face à cette religion-là, et ben, c'est lié. Toi, le premier? Moi aussi, ça m'intéresse très fortement. Tu penses être un roi sans couronne, cette génération-là? Bah, on est plein, je suis pas le seul, mais ouais, j'en suis un. Mais elle me va très bien, moi, la couronne d'épines qu'on m'a mis sur la tête, frère. Je m'en fous de l'or et des rubis. Pour reprendre la ref d'un des morceaux, ouais. Je l'ai dit dans un des morceaux. Ouais. Est-ce que je saurais le dire? C'est pas dans Maître de cérémonie? Non, c'est la couronne d'épines. Ouais. La couronne d'épines, c'est pas dans le morceau avec Dossé, comme les Zeppelin, sur ma couronne, il n'y a que des épines, c'est celle-là? Ouais, exactement. C'est le morceau avec Dossé dans l'album Destroyer. Barry White Trash. Exactement, exactement. On va rebondir sur Dossé. Dossé a eu une citation importante qui a marqué toute une partie du rap français qui s'est identifié à travers cette citation et qui s'est dit mais on a fait pareil, mais on l'a pas dit. Quand il a dit, pour justifier le fait qu'il a simplifié son écriture, qu'on ne donne pas du caviar au porc, en parlant du nouveau public du rap français. Ouais. Est-ce que toi... Ouais, mais il a quand même, en plus, ce qui est très bien, le Dossé, l'exercice de style, c'est qu'il a continué à quand même bien écrire. Il a allégé la plume, mais ça reste très bien. Et lui, il a réussi à surfer sur la vague du stream parce qu'il a réussi à faire des chansons avec des mélodies. Il a rajouté de la mélodie. Il en a perdu au virage. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est quoi après le but? Tu perds quelques-uns de ta base fan pour en gagner des nouveaux milliers d'autres et qui te permettent de vivre de ta musique? Millions. Ah ouais, des millions d'autres, exactement. Et tu regarderas, hein, les titres qui l'ont fait se propulser dans les airs, c'est les titres où il pousse la mélo, tu vois. Ils sont super ces titres en plus. Il a des vrais hits. C'est vraiment un beau parcours qu'il a. Parce que lui, il fait partie de la génération des rappeurs grands kickers qui rappent bien, mais en fait, on fait juste plaisir aux autres rappeurs. On est des rappeurs pour les rappeurs, en fait. Il a transformé l'essai. Chapeau bas à Mr. Dos. Est-ce que tu penses, toi, du coup, avoir, au-delà de s'adapter au public, de formater, peut-être avoir certains moments, ne pas dire de certaines choses, certains moments, peut-être alléger la plume pour aller justement de manière positive, c'est pas péjoratif, toucher un nouveau public plus large? Non, mais c'est sûr que dans des titres un peu mainstream où je vais éviter de dire beat, cul, chat, même pour moi, ça me dérange avec du recul aujourd'hui d'en mettre tout le temps à toutes les sauces. Aujourd'hui, je m'écoute des fois, je dis ah ouais putain là j'ai deux couplets, les deux, je commence avec une phase un peu huc. C'est bien une dans un couplet, ça reste, il a pas de 7 gags, mais après là j'ai le recul que j'avais pas avant. Et ça me dérange par une question d'éthique, parce que j'ai des filles maintenant, je suis marié, j'ai une belle famille, il y a d'autres gens à qui je dois faire attention. En fait, j'ai pas envie de ramener la contradiction à la porte de gens religieux qu'il y a dans mon entourage. En fait, j'ai pas envie je suis plus intelligent que ça. En fait, on peut au lieu de faire shiner une actrice porno en faisant un shout-out, tu peux dire je voudrais pas que ma fille fasse comme ça. Tu vois, tu peux garder la même rime si c'est ce que tu veux garder, juste dériver le sens. En parlant de morceaux un peu plus mainstream, même si tu écris très bien dedans, dans quelques euros. Ouais, c'est ça le morceau. Par exemple, ce morceau-là serait malvenu que je parle des dimensions de mon pénis, quoi. Je parle. Des fois, c'est. Tu sais, ça dépend. Je sais, ce morceau-là, je vois sa portée, son audience. C'est un morceau qui a de la mélodie, donc ça peut toucher des nanas et des enfants. Je suis conscient de ça. Quand tu écoutes du Seth Gecko et j'ai des phrases vulgaires, je dis ouais, mais ça, c'est pour un public averti. Il y a qui m'écoute? On me passe à la télé, à la radio? Non. Donc, t'achètes ton album, c'est une démarche que tu fais toi. C'est pour les mecs qui savent apprécier les rimes et qui ont le lecteur du second degré, dire ah, il a abusé. C'est comme un film d'horreur avec un slasher avec une scène méga gore. C'est le concours de beats, c'est celui qui sortira la plus grosse rime. Le truc le plus dégueu, tu vois. Parce que je suis conscient de l'auditoire. L'instant où je vais venir chanter un morceau à la télé sur un truc plateau, je vais faire attention d'avoir un texte tout aussi bien écrit, tout aussi hardcore, peut-être dans le message, mais qui n'aura pas de vulgarité, par exemple. Ça dépend qui j'ai en face de moi. Et j'ai plus d'une corde à mon arc. Le couplet de Sadek, le dernier, pourquoi il n'est pas dans le clip? Parce que c'est agréable à écouter. C'est un truc qui s'appelle le radio edit. Tu peux faire un edit. Il y a des morceaux qui ont des formats que tu peux raccourcir pour la radio pour qu'ils soient agréables et que tu as envie de le réécouter. C'est volontaire. C'est volontaire et en plus, on fait le clip et on n'a pas assez d'images. On est pris par le temps, il pleut, on n'a que 2 jours de tournage et si on avait envie de clipper, il faut qu'un clip il monte en puissance, tu vois.
Et s'il fallait encore faire le couplet de Sadek, il aurait fallu faire des nouveaux rushs. Alors j'ai l'idée de génie de dire mais venez, on raccourcit le morceau. Après Sadek, il a quand même un esprit ouvert et il comprend que ça ne dessert pas le morceau. Que je l'invite déjà en Martinique, que je paye un clip à je sais pas combien de milliers d'euros, pas à quelques euros. On n'était pas à quelques euros près. Il comprend, il dit non mais c'est bien, de toute façon je viens, j'interviens, je fais le refrain, c'est le morceau de 7, tu vois ce que je veux dire? Et du coup on raccourcit le morceau comme ça. Pour faire un très beau clip, parce que même moi, après, à la fin, on tourne en rond dans les images. Là, l'autre, il monte en puissance, il se termine, c'est magnifique. Tu dis, j'arrive à maturité comme Alix Mathurin. Ouais. Moi, j'ai compris que c'était positif, mais je me suis dit, pourquoi dans ce titre? Je me suis posé cette question pendant 3 ans quand j'étais au lycée. Ah ouais, non, c'est dire comme Kerry James, hein, j'arrive à maturité, ça y est, commence à comprendre d'autres trucs et que le discours peut changer. C'est une histoire d'âge, la maturité aussi. Même si c'est pas forcément le cas pour tout le monde, tu peux être vachement mûr selon ce que tu as vécu. Mais c'est ce que j'ai voulu dire, je prends de la sagesse, j'acquiers de la maturité, de la sagesse comme Kerry. Et en plus, tu l'entends dans le morceau, je suis pas vulgaire. Aussi, c'est ça le lien un peu. Et aussi un morceau que j'ai fait avec Kerry, qui s'appelle BRN, Blanc, Rebeu, Négro, je crois. Pareil, quand je fais le texte avec lui, il faut faire attention à ce que tu écris quand tu écris avec lui. Quand j'ai fait un morceau avec Akhenaton, pareil, je suis pas venu faire. Je sais pas les morceaux qui sont bienvenus. Je vais pas m'éclater de la même manière sur un titre avec Al Capote et un morceau avec Kerry, par exemple. Obligé. Ouais, obligé. Ouais. C'est obligé de faire attention. Et justement, moi j'ai cru comprendre dans l'interview avec Driver qu'à un moment de ta carrière. Tu l'as aimé cette interview, hein? J'ai dû l'étudier pour aller dans un autre sens, pour m'en servir. J'aurais pas pu faire la même chose. J'ai cru comprendre que tu avais fait plusieurs morceaux qui se ressemblent, entre guillemets. Tu sais, je pense à celui avec Titi Parisien, j'ai un remix avec Nekfeu et Oxmo. Ouais. Le morceau avec Gizmo, il se ressemble beaucoup. Ouais. C'était quoi la volonté en faisant ça? Tu voulais à la base faire un EP ou est-ce que tu les as fait juste comme ça, naturellement? Non, c'est bien je fais un morceau de Titi Parisien, je dis, vous aimez bien quand je fais ce genre de truc-là? Je sais le faire, ça c'est un truc qui est facile pour moi à faire, parce que j'ai les producteurs qui savent faire ce genre de prod, qui a un boom bap particulier, c'est pas le truc du rappeur français avec un beat et un piano qui fait chier ou un violon à la con. C'est autre chose, c'est des boucles de samples très rares à trouver. Et le producteur qui sait le faire, il en a 4-5, il dit ouais voilà, j'avais envie d'en faire un vinyle en fait, tu vois, avec cette âme hip-hop soul. Mais en fait, j'ai préféré les clairsemer. Dire voilà, dès qu'il y a un genre d'artiste, un jour, il y a un feat avec Gizmo qui se propose, parce que Gizmo, c'est lui qui m'invite dans son projet, là, c'est pas moi qui l'invite. J'impose cette prod. Je dis, ouais, si on fait un morceau ensemble, je sais, je vais t'emmener dans ce style-là. Vous qui rappelez le 95-96, moi, j'ai des producteurs qui savent faire ça. Parce que même si 1995, le groupe, on va dire que c'est amoureux du hip-hop, je voyais pas, moi, en termes de musicalité. Après, on va dire non, c'est la manière d'écrire qu'ils ont un peu des années 95-96. Je dis, moi, dans la musicalité, il n'y a rien du rap 95-96 qui me rappelle Dose FX ou Mobb Deep, par exemple, pour ne citer que. Il n'y a rien de ce qu'ils font qui ressemble à ça. Ce qui m'a marqué, moi, dans les années 95-96. Mais ces prods-là le sont. Elles ont ces touchs-là. Farside et tout ça. Et du coup, je me dis, là, je vais vous emmener faire du rap de 95-96. Cette geek qui maîtrise cette science. Encore ce matin, j'ai tweeté que le couplet de Nekfeu m'avait. Ah ouais. Tu l'as vu celui-là? Ouais, tu l'as liké? Ok. Pour parler de celui avec Gizmo, il dit dans son couplet dans mes rêves, je rappais avec Seth, je le pliais sur un feat. Ouais. Est-ce que toi, en allant en studio, t'avais quand même ce côté-là? Ok, il veut me plier, on va voir. Parce que parce que j'ai envoyé mon couplet en premier. D'accord, mais ton couplet est très technique. Ah oui, il est chaud mon couplet. On a des rimes qui reviennent à la fin. Moi, j'étais pas prêt au tout début quand je l'ai écouté. Je devais avoir. C'est sorti pour l'album Renard, je crois. Ouais. Il y a environ 2-3 ans. C'est ça, ouais. Et du coup, j'imagine que c'est Yoni, Néochrome, qui a fait le lien, ouais, bien sûr. C'est Yoni qui m'a ramené sur l'album de Gizmo, ouais. En parlant de Gizmo qui a une image, le renard, Gremlins, etc. Tu as eu ton image. Est-ce qu'à un moment, t'as pas eu peur que ton image, ton personnage, au même titre qu'un Al Capote, j'aurais pu avoir Al Capote en face de moi et lui dire ça, prenne le pas sur ta musique? Mais ça l'a fait complètement. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'identifient plus même au personnage que je suis. C'est moi, en fait. Même mon personnage, c'est une version filtrée de qui je suis, en vrai. Il se définit par quoi? Par un look, par exemple, ou par un style de vie. Parce qu'aujourd'hui, par les réseaux sociaux, tu peux vendre autre chose que ta musique. Tu peux montrer ta vie de tous les jours, ce que tu manges, comment tu parles, comment tu t'habilles, tes activités, tes passions, les choses qui te font vibrer, ta passion pour les voitures, pour les motos, faire de la muscu, ça fait un espèce d'effet entonnoir, en fait. Les gens, ils peuvent se dire, ah ouais, je suis à fond complètement dans le même délire. Je savais pas que ce rappeur-là, il était dans le même délire que moi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens. Ou des fois, il y a des blancs qui sont à la quête d'avoir quelqu'un à laquelle, une personne à laquelle s'identifier, en fait, qu'il leur faut une espèce de leader ou de gourou qui leur apprend comment faire. Comme un espèce de rôle de grand frère. Et qu'il y a des mecs qui m'écoutent
qui sont fans, qui ont même tatoué le délire Barlou, parce que c'est plus ça, c'est pas le personnage. Est-ce que l'univers Barlou, il a pas cannibalisé le rap est complètement. C'est-à-dire, il y a des mecs qui sont fans du délire Barlou, mais qui connaissent aucun de mes morceaux, qui savent pas que ils aiment bien le côté, ouais, c'est un blanc qui dit des trucs de ouf, tu sais, qui savent même pas que je fais des rimes, et ils sont passés à côté de ça. C'est une énergie. Ils ont été happés par une énergie. T'as vu ou pas? Polarisé, quoi. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit, ouais, lui, c'est un mec qui s'en sort, il part de rien, il avait pas de sous, aujourd'hui, il fait ça, il se bat dans la vie, c'est quelqu'un qui est. Ouais, il m'inspire, c'est une personne inspirante. Ils sont pas sensibles, ouais, c'est un lyriciste de ouf, il écrit de malade mental. Ils ont retenu justement que le beat Q-Chat des fois, et ça, c'est, oh, ça tue, c'est un bourrin, ouais, Ken, tu sais, voilà. Et ils font partie du lot, hein, mais il y en a 90%, il y en a que 10% qui sont sensibles à la plume. C'est ça qui est ouf. Tu as eu une carrière très dense, on y pense, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup de disques. C'est intéressant. Tout à l'heure, tu me disais que maintenant, tu as un peu plus le temps de te tourner vers des choses beaucoup plus spirituelles, religieuses. Ouais. Par exemple, on prend un exemple d'SCH qui, une fois qu'il a eu plus de temps, une fois qu'il a bien mangé et qui pouvait s'accorder beaucoup plus de temps, a découvert les alcools. On a Fianso qui a découvert les cigares. Est-ce que toi, il y a une autre chose que la religion et la spiritualité un peu plus? Non, c'est ça qui m'intéresse plus maintenant. Beaucoup plus? Moi, le cigare et le vin qui découvre à 40, 30 ans, je l'ai découvert à 20 ans, moi, ça. D'accord. Donc, c'est vraiment la religion. Chacun son truc, là, c'est ça qui me passionne. Ton pseudo, tu l'as pris par rapport au film Une nuit en enfer, tout à fait. Si je ne me trompe pas. Tu as eu des rôles au cinéma. Ouais. Est-ce que tu penses avoir une tête d'acteur? Tête de méchant de film, ouais, mais d'acteur, je sais pas. Après, c'est les gens du cinéma qui viennent me chercher et qui viennent chercher dans le rap, qui puisent. Alors, c'est sûr que moi, quand je vois Nesbill, je dis, il a une gueule à faire du cinéma. Il y a des autres rappeurs qui font des tonnes, qui en font des tonnes, qui se mettent en scène dans leurs clips, qui essaient de faire des trucs d'acting. Mais moi, je serais un réalisateur de film, on les prendrait pas, tu vois. Ça manque de quelque chose. Qui? Je sais pas, mais il y en a plein, je suppose. Il y a des gens qui ont des gueules faites pour le cinéma. Moi, je prétends pas être fait pour le cinéma et tout. Hein. C'est le cinéma qui vient me chercher. Bien sûr. Et les gens qui me disent, mais pourquoi tu fais pas du cinéma et tout? Mais moi, je suis conscient que c'est un métier. Faire un petit guest de temps en temps, à faire le gros lourdeau, ça me fait rire. Après, je vais pas le faire 15 fois. Là, je l'ai fait 2-3 fois, c'est bon. Après, il faut que ce soit des trucs un peu plus poussés, peut-être. Où j'ai le temps, mais j'ai un album à sortir en même temps, une tournée en concert. C'est un truc très sérieux, le cinéma. Pour que ça marche bien, il faut travailler. Et je me suis pas entraîné à ça encore. Je suis pas du style à faire comme Vincent Cassel, à prendre un flingue et faire semblant d'embrouiller des mecs devant mon miroir. Je fais pas. T'es plus Vincent Cassel ou Saïd Tagmaoui? J'ai la haine, mais je suis plus Hubert. La force tranquille. Justement, est-ce que tu penses recevoir bientôt des nouvelles invitations de rôle? Peut-être elles n'arrêtent pas de tomber. Plus, hein. Ouais, elles n'arrêtent pas de tomber, c'est cool. Le textile, c'est important pour toi? Ouais. Le merch? Ouais. Est-ce que vraiment, c'est toi, tu parlais d'idées tout à l'heure, est-ce qu'à la base de ce merch-là, de ce textile, c'est toi qui as donné l'impulsion ou est-ce que tu t'es entouré, admettons, d'une équipe qui ont donné des idées? Non, mais après, moi, j'arrive à plonger les gens dans mon univers. Après, il suffit que les gars sont bons, mais des fois, il y a eu des idées que c'est des mecs qui bossent pour moi qui les ont eu, hein, c'est sûr. Mais en s'inspirant de l'univers de cette vie, quoi. Tu vois, moi, si demain, j'ai envie de faire... j'arrive, quand je fais un featuring avec un rappeur, à me mettre dans son mood, à trouver une prod que je suis sûr qu'il va aimer, et que quand il bute en studio, par exemple, il va écrire sur place et qu'on est pris par le temps, j'arrive à rentrer dans son mood d'écriture, à l'aider à écrire. Et je vais jamais dire, t'as vu ce couplet-là, c'est moi qui lui ai écrit les 4 dernières mesures. Mais dans tous mes featuring, il y a eu un passage de Seth Gecko qui corrige la copie de son featuring. C'est-à-dire que là, c'est pareil. T'as compris que Seth Gecko, le délire Barlou, tout ça, c'est facile de reprendre maintenant, demain, Negan avec une batte de baseball et de marquer Barlou sur son t-shirt, et après on fait un putain de tee avec ça. Le mec, il s'est pas cassé le cul, c'est moi qui ai tout créé l'univers. À la fin, mais après, moi, je peux passer à côté d'idées qui sont évidentes et que j'aurais pas fait, tu vois. J'ai su de sources sûres que par rapport à des lunettes Cartier, tu voulais absolument pas avoir la même que les autres. Est-ce que c'est important pour toi toujours d'avoir cette démarcation, de dire j'aimerais pas... Et dans la rime, et dans les habits, et dans les lunettes, et dans les voitures, et dans les relations amoureuses, et dans tout, c'est pas avoir les choses, ce qui est rare et cher, je veux avoir les trucs, le mieux, le mien, être le meilleur. C'est comme si tu sais, dans les collectionneurs, il y en a toujours un meilleur que les autres. C'est ça, moi j'aime bien quand je suis dans mon truc, je suis à fond. Le mot qui anime ça, c'est la passion. Je suis un passionné. C'est tout. Il y en a des autres dans le rap, hein, des passionnés. Hein. Tu vois, mais comme Alpha One, je sais que c'est un passionné de sap, c'est un passionné de lunettes, c'est un passionné de rime. Ça se ressent. C'est élitiste. Justement, je rebondis sur ça. Toi, Niro,
Nesbill aussi, vous avez eu, on va dire, des enfants beaucoup dans le rap. Ouais. Je prends vos 3 noms par rapport à cette génération, même si Niro est un peu plus jeune. Ouais. Et du coup, vis-à-vis de ça, c'était quoi ta réaction et ton regard, étant donné que t'aimes Alors, beaucoup après, alors, je vais t'expliquer. J'ai eu plein d'enfants par rapport à la manière dont on a ramené un type d'écriture, une figure de style. Très imagé. Très imagé, et les rimes multisyllabiques, d'une manière de les faire tomber. Comme moi, j'ai été happé par l'image, quand un autre rappeur, il prend mes techniques de rime, tu peux pas dire il fait du Seth Gecko, parce que s'il a pas le crâne rasé, une barbe et des tatouages, il fera pas Seth Gecko. Si demain, t'as un autre rappeur, si Nekfeu dit pas, mais bien sûr, moi, je me suis bousillé à Seth Gecko. Si je rappe comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai écouté Néochrome à fond. Tu le verras pas, parce que les gens, ils vont dire, bah, c'est pas du Seth Gecko, il a pas la dégaine de Seth Gecko. Donc, c'est plus difficile pour moi. Mes enfants, moi, j'ai pas reconnu mes enfants, et eux, ils ont pas reconnu leur père. C'est ça mon problème avec mes enfants. Et parce que je sais très bien qu'ils ont fait ça, c'est comme ils avaient peur de mettre la lumière sur le fait, parce que je suis encore un rappeur en compétition avec eux, en fait. Si j'avais été un rappeur mort dans les limbes, ça aurait été plus facile, j'aurais été plus facile à citer en disant, ah non, mais c'est Seth Gecko, t'es fou, parce que j'ai arrêté de rapper. C'est facile de mettre en avant un mec qui est plus dans la lumière. Mais comment je suis encore là? Je dis, ouais, mais attends, faut faire attention, lui, si on lui donne trop de ce fort encore, tu vois, tu lui donnes pas ton inspiration tant qu'elle est pas morte. Ou alors, si j'étais un rappeur qui vendrait pas beaucoup, il pourrait se dire, ah, on peut le citer, de toute façon, il vend pas beaucoup, on l'a tout pris, on l'a pillé, le mec, on va au moins lui donner ce plaisir-là. Mais comme moi, je vois un peu, je me débrouille, ça se trouve, je fais plus d'argent qu'eux, si je fais pas avouer que je prends ces trucs-là, parce qu'ils vont passer pour des usurpateurs. T'as ouvert un salon de tatouage en 2017. Ouais. Un restaurant, le Petit Phuket. Donc, t'as ramené la Thaïlande ici en 2019. Ouais. Et le Barlou Burger en 2020. Est-ce que finalement, le fait d'avoir ramené, je cible la Thaïlande, d'avoir ramené la Thaïlande ici, et d'avoir quitté la Thaïlande, est-ce que c'était pas finalement tu ressentais un manque de reconnaissance au niveau des artistes qui venaient là-bas et qui passaient pas forcément par ego, par... À la fin, ouais. Alors, mais quel rapport avec que je suis parti de là-bas? C'est ça que tu me demandes? Ouais. Est-ce que ça a joué? Bon, après, je suis pas parti là-bas en Thaïlande, ni pour les rappeurs ou quoi. Je suis revenu pour scolariser des enfants en France parce que je leur voyais pas d'avenir réel en Thaïlande. Et après, je suis venu ici. Et après, les idées de génie, elles tombent ou pas. J'avais envie d'ouvrir un restaurant. Je sais même pas dans quoi je m'aventurais. C'est pas mon métier. Il fallait trouver les bons plugs. Ça s'est fait que ça a duré la Thaïlande. J'ai dit, bah oui, la Thaïlande, qui peut mieux que moi conseiller? En Thaïlande, on venait me voir pour... c'est où qu'on mange les bons repas? Ouais, mais pas un truc qui pissait, qui arrache le huc, des trucs faciles à manger. Je savais comment les restaurants cuisinaient d'un restaurant à l'autre. Donc pour moi, c'était un jeu d'enfant de faire ça ici, tu vois. Et je savais pas qu'en vrai, il y a même autant de plaisir à faire dans un restaurant, des recettes, lui trouver un nom, décorer ton shop. C'est comme la création d'un album. Donc en vrai, à chaque fois que j'ouvre un restaurant ou un business, pour moi, c'est des années où j'ai pas sorti d'album, mais pour moi, ça représente, c'est aussi riche qu'un album et ça génère beaucoup plus d'argent, en tout cas. Qu'est-ce que ça peut ça? Mais la Thaïlande, je suis parti parce que j'ai fait le tour, ça fait 10 ans, c'est un chapitre de la vie. Et puis à la fin, je me suis dit, ah bah voilà, j'ai été précurseur sur la Thaïlande, maintenant vous voulez faire Zarma, ça à tout le monde. C'est cramé, vous avez cramé la place. Vous voulez faire comme si c'est plus un passage obligatoire de ce bon vieux set, maintenant il fait partie des murs, tu vois. Je pars, je vais trouver un autre truc, je vais vous montrer comment on fait encore une fois de plus. Et là, vous allez oser le... C'est moi, c'est un truc d'égo, je m'en fous en fait. Mais je vais vous montrer, je reviens en Thaïlande. Moi, c'est pas la Thaïlande, c'est pas ça, c'était pas une fin en soi pour moi. Je vous montre, je vais dans un pays, je fais un truc de malade mental, vous venez tous. Après, vous faites semblant que, ouais, mais c'est pas lui, la Thaïlande, nous aussi. Ouais, bah d'accord. Bah alors, je repars et vous allez voir ce qu'on va faire. Je prends un contre-pied, j'aime bien prendre un contre-pied. Je m'arrête pas, je suis pas... Je me repose pas sur des lauriers. Tu sais, je m'endors pas, j'ai pas trouvé, je me dis pas, j'ai trouvé une idée de génie, j'arrête de trouver des trucs. Là, mon cerveau, tous les soirs, il cherche comment faire des trucs géniaux et qui me passionnent. Pas comment faire des thunes. Faire des thunes, je m'en bats les couilles, on les emmènera pas avec nous. J'en veux assez pour vivre bien. Et ma vie, elle se résume, c'est quoi? Allez, vas-y, on peut voyager, que les gens autour de toi, ils manquent pas d'argent. Mais le truc, le concours des thunes, là, ça te rend pas plus heureux. C'est more money, more problems, frère, de toute façon. Plus tu fais d'argent, plus tu trucs. Moi, c'est les idées. Ça me fascine. C'est ce moment qui m'excite le plus. C'est pas quand ça récolte les fruits. C'est de créer quelque chose qui plaît aux gens. Et je me dis, je me suis pas trompé. J'ai suivi mon instinct. Un peu plus tourné vers l'avenir. La première fois qu'on t'entend sur le même titre que ton fils, Stos, il me semble que c'est sur l'album Destroy. Ouais. Tel père, tel fils, le son. Tout à fait. Là, il y a eu un projet commun, un EP commun, plus orienté vers la nouvelle technologie avec le streaming, etc. Ouais.
Est-ce qu'il y aura de nouveaux projets communs, tu penses, dans l'avenir? De moi et lui? Ouais. Non, voilà, il fait ses trucs. C'était un petit... Moi, ça me permettait de faire une actualité entre deux albums. Tu vois ça comme un passage de flambeau? Même pas, parce qu'on n'est pas du tout dans la même cour. Je passe pas le flambeau à mon petit-fils, mon rappeur, mon fils blanc, sur du boom bap. tatoué, qui fait du rap new-yorkais, boom bap ou pas. Même on peut faire de la trap new-yorkaise, tu vois, ou de la drill new-yorkaise, ou ouais, Pop Smoke, tu vois. C'est l'esprit New York, moi, que j'ai mis en avant dans mon rap. C'est pas ni boom bap, ni rien. J'aime le rap new-yorkais à toutes ses sauces. Que ce soit du Pop Smoke, du 69, ou du Notorious, ou du Fat Joe, du Wu-Tang, tu sais, il y a plusieurs vagues, ça veut tout et rien dire, boom bap. J'avais envie de m'amuser, de faire un truc mortel. J'ai l'occasion, mon fils il rappe, je rappe, paf, on le fait. Après, ma frustration, c'est pas de l'avoir sorti en CD, mais c'est dans les tuyaux de faire une version collector. Voilà, ça existe. Je l'ai pas fait pour être le premier à le faire, mais je suis une fois de plus le premier à le faire. Comme je suis le premier à avoir mis Phuket sur la carte et d'en avoir fait un endroit, un vivier. Tu vois, faut savoir reconnaître ces trucs-là. Comme j'ai été le premier rappeur blanc qui savait rimer. Qui se laisse pas faire et qui dit tartiflette et choucroute dans ses textes de rap, mais sans que ça fasse mongol ou que ça fasse le rap de Kamini ou des musclés, tu vois ce que je veux dire, c'était pas parodique, c'était pas... J'ai été précurseur sur plein de trucs, mais c'est pas grave, on a encore plein de trucs, comme je t'ai dit, je sais pas, battu toutes mes cartes en fait. Lui, il va faire sa carrière de lui-même. Après, voilà, on a encore des morceaux. On savait pas si on faisait un album encore. On rajoutait 7 titres pour faire une version en CD. Du coup, on avait des morceaux en chantier. Je dis, ah bah viens, j'en garde un pour mon album. Tiens, un pour toi. Ah, en fait, on refait un album ou pas? Mais voilà, fais ta vie, je fais la mienne. Et quand lui, il va se trouver, il aura bien peaufiné son personnage, puisqu'il est qu'au début, lui. Hein. C'est naturel, il est en développement. Oui, il est en développement. Qu'il se fasse la bite, qu'il avance dans la vie, il fasse ses trucs et on se retrouvera forcément plus tard sur des autres titres ou même un EP, ouais, pourquoi pas, ça tue en fait. Ça sera que de la passion. Si on s'aime passionnément toujours, oui, ben, ça se fera. Pour finir cette interview, dernière question, c'est ma question propre. Déjà, tu vas me dire, est-ce que tu as une collaboration de rêve, un artiste qui peut être décédé d'un autre style musical? Bah ouais, non, juste tout simplement, j'aurais kiffé rapper avec Prodigy, Mobb Deep. En vrai, j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire. Après, on me disait à cette époque-là, voilà, on me laissait pas parler ma passion. Tu sais, moi, j'ai toujours fait des trucs avec passion et j'ai toujours été entouré de gens qui me disent, ouais, mais ça sert à rien, il y a personne qui connaît Mobb Deep dans ton entourage, dans tes fans et tout. Mais en fait, je m'en fous de rapper pour les autres. Moi, je veux rapper parce que je fais la musique que je kiffe. Et dans cet album qui va sortir, il y a énormément de featuring que j'avais envie de faire par passion. Et voilà, faut pas s'attendre à avoir que des newcomers et tout, c'est plus des kiffs perso. Je ne vais pas te les citer parce que sinon ça gâcherait la magie. Mais tu verras que ça sera... J'ai déterré, c'est le cas de le dire, des rappeurs pour les avoir en featuring. Prodigy. Pour le kiff. Non, il est mort, Prodigy. Non, mais Prodigy, ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire parce que je me suis pas penché sur le truc, mais c'est faisable. C'est des artistes avec qui tu aurais pu rapper, tu vois. D'accord. Aujourd'hui, voilà, pour le symbole de si je rappe aujourd'hui, la manière dont j'aime le rap, ce qui m'a fait aimer le rap, c'est lui et sa team. Donc c'est sûr que ça aurait été bien de faire une collab avec eux. J'aime bien aussi Be Real de Cypress Hill pour le côté un peu rock, rap, tattoo, un peu qu'ils ont. Je sais que ça ferait un bon morceau. Moi qui suis beaucoup dans les conventions tatouages et tout, ça colle vachement à l'univers, l'âme rock and roll qu'il y a dans mon rap en fait. Qu'ils ont eux aussi le groupe Cypress Hill. Be Real, c'est le MC du groupe Cypress Hill. D'accord. Ils sont connus aussi pour avoir mis en avant la bœuf à fond dans leur truc. Mais c'est pas ça que j'aime chez eux. Mise en situation. Tu choisis le studio. On est où? Dans quel studio? Si je choisis un studio pour faire quel titre? Un titre avec la collab de rêve. Prodigy. Ouais, Prodigy, bah à New York. Donc là, on est dans un studio à New York. Il entre, il est à la porte. Déjà, il a pas mangé, il a faim. Tu lui fais manger quoi? J'ai fait livrer un Barlou Burger. Lequel? J'ai fait goûter le Billy Joe. Quelle sauce? Et il dit, tu drives le morceau, tu l'emmènes sur quoi? Bah sur ce qu'il sait faire le mieux. Moi, c'est le rap que je me suis inspiré. Donc ça serait une prod dark new-yorkaise. Mais j'ai les prods... parce que moi, j'ai fait énormément de titres. L'intro de mon album Destroy, c'est complètement une prod sur laquelle Prodigy... J'ai toujours rappé sur des prods en me disant, putain, Prodigy, s'il écouterait ce morceau, il kickerait avec moi. Donc c'est facile pour moi de lui ramener des instrus pour qu'il aime. Donc ce serait un Seth Gecko et Prodigy sur une prod... de Alchemist. Voilà. Un producteur qui sait faire ça. Bon, en tout cas, merci pour cette interview. Merci à toi, Barlou. Merci d'avoir fait la route depuis Nancy. On rappelle, donc les business sont ouverts, 3 business, un album qui arrive. Ouais, fin d'année. Voilà. Je sais pas si tu as un mot de la fin, peut-être un petit teasing sur l'album. Je suis dessus, il me reste que les solos, mais tous les featuring ont été posés. Bah écoute, parfait. C'est le plus long du coup. Ouais.
Parce que c'est les morceaux, il faut faire 2 ou 3 couplets, le refrain tout seul, donc ça me pète un peu les couilles.